Le jour où elle a rendu son badge, elle avait 12 ans de service derrière elle, 3 théâtres d'opération, 2 citations, et une enveloppe brune pour clore tout ça. Tout ça parce qu'elle avait refusé de signer un rapport qu'elle savait faux. Elle s'est repartie avec Rex, un Malinois réformé comme elle, et le numéro d'une notaire dans un coin du téléphone. Une grand-mère qu'elle avait à peine connue lui laissait 16 hectares en Ardèche et une ardoise fiscale de 8 000 euros. Elle avait 90 jours pour décider ce qu'elle voulait faire de sa vie. Mais dans les ruines de la bergerie, Rex a détecté quelque chose derrière un mur que personne n'avait touché depuis des décennies. Ce qu'elle a trouvé à l'intérieur n'allait pas seulement changer son avenir, ça allait rouvrir un scandale qu'on avait tout fait pour enterrer. Si vous connaissez ce que c'est que de tout perdre en une matinée et de devoir repartir de zéro les mains vides, cette histoire est pour vous. Restez jusqu'à la fin, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, quelle est la décision la plus difficile que vous ayez jamais prise par principe? Le lieutenant avait dit 2 minutes. Il avait tenu parole. Claire posa le badge sur le bureau sans le regarder. Les plaques d'identité suivirent, avec un bruit de métal sur bois qui résonna dans la pièce trop silencieuse. L'adjudant Marceau ne leva pas les yeux de son formulaire. Il tamponna. Il signa. Il poussa une enveloppe brune dans sa direction. Vos papiers de sortie. Le processus est terminé, Madame Moreau. Madame. Plus lieutenant, plus docteur. Madame? Elle prit l'enveloppe. Elle fit demi-tour. Elle sortit. Dans le couloir, elle marcha sans s'arrêter, les talons sur le carrelage gris, le regard droit. 2 soldats qu'elle connaissait depuis 3 ans la croisèrent sans un mot. L'un d'eux détourna les yeux. L'autre lui adressa un bref hochement de tête, presque imperceptible, puis disparut par une porte latérale. C'était tout. C'était la fin. Elle avait refusé de signer. C'était là que tout avait commencé, ou plutôt que tout s'était terminé. 4 mois plus tôt, on lui avait posé sur le bureau un rapport médical à contresigner. 12 soldats du 8e régiment, revenus d'une série d'exercices avec protocole expérimental, un complément administré sous contrat avec un laboratoire privé, Meridian Resource. Les hommes se plaignaient depuis des semaines. Migraines, tremblements, insomnie, un qui vomissait du sang. Elle avait demandé des analyses. Les analyses n'étaient pas revenues. On lui avait apporté le rapport à la place. État de santé satisfaisant, aucune anomalie constatée. Elle avait relu la liste des noms. Elle les connaissait tous. Elle n'avait pas signé. Le lendemain, on lui avait notifié une procédure pour insubordination. 3 semaines plus tard, un conseil, une décision, une date de fin de contrat anticipée. 12 ans de médecine militaire. Kaboul, Bangui, Djibouti. 2 citations. Une croix du service militaire longue durée et 2 minutes devant un bureau à Toulouse pour que tout cela disparaisse dans une enveloppe brune. Les chenils de la base se trouvaient derrière le bâtiment administratif, dans un long préau de béton. Elle entendit Rex avant de le voir. Un aboiement court, tendu, différent de son aboiement de travail. Il savait. Les Malinois savent toujours. Le caporal qui gardait le chenil lui remit la laisse sans un mot de trop. Rex sortit du box, s'assit devant elle, la fixa. 6 ans. Ils avaient fait 6 ans ensemble sur 3 théâtres d'opération. Elle s'agenouilla sur le béton sale et il posa ses 2 pattes avant sur ses épaules, son museau contre son cou. Elle resta ainsi un long moment, les yeux fermés, les doigts dans sa fourrure courte et chaude. Rex avait été réformé le même jour. Dysplasie de la hanche légère, avaient les écrits. Rien qui l'empêche de marcher, de courir, de chercher, de protéger. Mais un chien réformé n'est plus utile à l'armée, comme elle. Elle prit la laisse. Ils traversèrent le parking ensemble. Sa voiture était garée au fond, une Peugeot 308 grise avec 180 000 km au compteur et un rétroviseur recollé au scotch. Elle ouvrit le haillon. Rex sauta à l'arrière, tourna 3 fois sur lui-même, s'allongea. Elle s'assit côté conducteur et resta les mains sur le volant sans mettre le contact. C'est alors que le téléphone vibra.
Un numéro qu'elle ne reconnut pas. Un message, pas un appel. Maître Isabelle Lévesque, notaire à Valence. Elle avait essayé de la joindre plusieurs fois ces dernières semaines. Il s'agissait de la succession d'Agnès Moreau, décédée le 14 janvier. Sa grand-mère. Pouvait-elle rappeler dans les meilleurs délais? Claire relut le message 2 fois. Agnès. Elle n'avait pas prononcé ce prénom depuis des années. Une femme qu'elle n'avait vue qu'une poignée de fois dans l'enfance, avant que sa mère ne disparaisse de la route de montagne et qu'elle ne se retrouve chez une tante à Lyon. Agnès s'était effacée, ou on l'avait effacée. Claire n'avait jamais su exactement. Elle posa le téléphone sur le siège passager. Le soleil de février rasait le toit des bâtiments administratifs. Quelque part derrière elle, la base continuait. Les exercices, les formations, les ordres, les rapports contresignés. Le monde continuait sans elle. Elle mit le contact. Elle roula 2 heures sans destination précise, puis s'arrêta sur une aire d'autoroute entre Toulouse et Montpellier. Elle coupa le moteur. Rex gémit doucement à l'arrière. Elle inclina son siège, remonta sa veste sur ses épaules et regarda le plafond de l'habitacle dans l'obscurité. Il y avait le numéro de la notaire dans son téléphone. Il y avait Rex qui respirait derrière elle. Il y avait l'enveloppe brune sur le siège passager. C'était tout ce qu'elle avait. C'était, pour l'instant, suffisant pour ne pas s'effondrer. Elle ferma les yeux. Elle rappela le lendemain matin, depuis un café routier où le comptoir sentait le café brûlé et la graisse chaude. La notaire décrocha à la première sonnerie, comme si elle attendait. La voix était vieille mais précise. Pas de politesses inutiles. Elle lui donna une adresse à Valence et dit « Venez quand vous pouvez, mais ne traînez pas ». Claire arriva l'après-midi même. L'étude de Maître Lévesque se trouvait dans une rue pavée du centre-ville, entre une pharmacie et un coiffeur pour hommes. La façade était étroite avec une plaque en laiton ternie par les années. À l'intérieur, tout était recouvert d'une légère couche de tan. Les dossiers empilés sur des étagères en bois sombre, les classeurs à dos de cuir, une pendule au mur qui avançait de 3 minutes. Une secrétaire d'un certain âge lui indiqua le bureau du fond d'un signe de tête. Maître Lévesque se leva pour l'accueillir. 70 ans, peut-être davantage. Petite, les cheveux blancs coupés courts, des lunettes à monture d'écaille posées bas sur le nez. Elle regarda Claire avec l'attention particulière des gens qui ont l'habitude de jauger les héritiers. « Vous lui ressemblez, dit-elle. Autour des yeux. » Elle n'attendit pas de réponse et fit signe à Claire de s'asseoir. Le dossier était mince. 16 hectares dans les gorges de l'Ardèche, commune de Saint-Remez, lieu-dit les Réformés. Un bâti inscrit, une bergerie en pierre datant du XVIIIe siècle, et un arriéré de taxes foncières qui courait depuis 4 ans, accumulé pendant la maladie d'Agnès. Le total dépassait 8 000 €. Sans règlement, la propriété partirait aux enchères dans 90 jours. Claire écouta sans interrompre. Elle regardait les chiffres sur le document sans vraiment les voir. « Il y a autre chose, » dit l'évêque en posant une feuille séparée sur le bureau. Une offre d'achat. Reçue il y a 6 semaines, avant même que la succession soit ouverte officiellement. Le nom figurait en haut de la lettre. Meridian Resources SAS, 30 000 €, pour 16 hectares de garrigues dans les gorges. C'est peu, dit Claire. C'est étrangement généreux pour un caillou, rectifia l'évêque. Le cadastre estime ce terrain à 9 000 €. Une friche sans accès carrossable, sans eau courante, sans électricité. Méridian propose plus du triple. Elle retira ses lunettes et les posa sur le bureau. Dans mon métier, quand quelqu'un surpaye un caillou, c'est qu'il sait quelque chose que vous ne savez pas encore. Claire regarda à nouveau la lettre. Le logo de Meridian Resources était sobre, vert foncé et gris. Elle avait déjà vu ce nom quelque part. Elle ne fit pas le lien tout de suite. Cela viendrait plus tard, la nuit, quand les connexions se font sans qu'on le demande. Elle posa une question qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de poser à personne. Qui était Agnès exactement? L'évêque eut un sourire bref, comme si elle attendait cette question depuis le début. Agnès Moreau avait été infirmière militaire,
Indochine d'abord dans les années 50, puis un hôpital militaire en métropole, jusqu'à la fin des années 90. Elle avait pris sa retraite brusquement, sans explication, et s'était installée sur ce terrain en Ardèche avec ses chèvres, son potager et un silence qu'elle n'avait jamais rompu. Les gens du village la prenaient pour une folle, dit l'évêque. Une vieille qui parlait à ses bêtes et n'ouvrait sa porte à personne. Mais Agnès n'était pas folle, elle était prudente. Ce n'est pas la même chose. Elle s'était connue jeune, avant l'Indochine. Une amitié qui avait traversé 50 ans à distance, par lettres, et une ou deux visites par décennie. L'évêque avait été la seule à assister à l'enterrement. Elle ouvrit le tiroir central de son bureau et en sortit une clé. Vieille, en fer forgé, longue d'une dizaine de centimètres, avec un anneau épais et une tige ornée d'un motif simple. Elle la posa devant Claire. Agnès me l'a laissée avec une instruction, une seule phrase que je devais vous transmettre en main propre. Claire prit la clé. Elle était plus lourde qu'elle n'y paraissait. Ne vendez pas avant d'avoir vu. Le silence s'installa dans le bureau. Dehors, la pendule avança de quelques secondes dans son éternel retard sur le monde. Claire referma les doigts sur la clé et la glissa dans la poche de sa veste. Elle ne savait pas encore ce qu'elle était censée voir. Elle savait seulement qu'Agnès avait attendu 30 ans pour lui dire quelque chose, et que cette chose tenait dans une clé en fer forgé et 7 mots. Elle prit rendez-vous pour signer les documents de prise en charge de la succession. Puis elle sortit dans la rue, trouva Rex qui l'attendait dans la voiture, et resta un long moment la main posée sur sa tête chaude. 16 hectares, 90 jours, et une clé qui n'ouvrait rien de visible. Le kangou d'Agnès attendait dans la cour de l'étude, garé le long du mur comme un animal patient. Un vieux modèle gris, millésime 2003 avec une aile avant cabossée et un chapelet en bois d'olivier accroché au rétroviseur. L'évêque lui avait remis les clés avec les papiers du véhicule, sans commentaire particulier, si ce n'est que le réservoir était plein et que le plancher arrière avait été recouvert d'une vieille couverture militaire pour les chiens. Claire transféra son sac. Rex sauta à l'arrière et renifla longuement la couverture, les oreilles en avant, la queue immobile. Puis il s'allongea dessus avec une sorte de sérieux. Elle prit la route vers le sud. L'Ardèche arrive progressivement. D'abord les vignes et les vergers de la plaine du Rhône, puis la terre qui se soulève, les collines qui s'affirment, les villages qui se resserrent autour de leurs clochers. Ensuite le goudron qui rétrécit, les lignes blanches qui disparaissent, les lacets qui remplacent les lignes droites. Et enfin, le silence, qui s'installe dans l'habitacle comme un passager supplémentaire. Le GPS abandonna à 7 km du lieu-dit. L'écran indiqua route non répertoriée et s'éteignit. Claire continua sur les indications manuscrites que l'évêque avait griffonnées au dos d'une enveloppe. Elle s'arrêta à la seule station-service du village de Crête. Un bâtiment bas, 2 pompes rouillées, une vitrine poussiéreuse avec des huiles moteurs et des confiseries périmées. Une vieille femme se tenait derrière le comptoir, les mains posées à plat sur le formica. Claire demanda si elle était sur la bonne route pour le terrain Moreau. La femme ne répondit pas tout de suite. Elle la regarda avec l'attention particulière des gens de village qui n'ont pas besoin d'une seconde phrase pour vous situer. Moreau, Agnès Moreau. Ce n'était pas une question. Vous êtes de la famille ? Claire confirma. La vieille hocha la tête lentement, comme si cela confirmait quelque chose qu'elle avait toujours su. Cet endroit porte malheur, dit-elle. La mère de cette femme est morte là-haut avant la guerre. Agnès y était revenue quand même, et elle a vécu comme une bête sauvage pendant 30 ans. Et maintenant vous. Elle décrocha un regard vers la fenêtre, vers la route qui montait entre les chênes. Vendez et partez. Vous serez mieux. Claire paya son café et sortit sans répondre. Le chemin de terre commençait 100 mètres après la station, derrière un portail en fer maintenu ouvert par une pierre. Le kangou passa les 2 premiers kilomètres en première, les rochers affleurant sous les pneus, les branches basses raclant le toit. Puis le chemin disparut sous les châtaigniers,
avalée par la végétation comme si la forêt avait décidé de reprendre ce qu'on lui avait emprunté. Elle gara le véhicule contre un talus et continua à pied. Rex n'attendit pas qu'elle attache sa laisse correctement. Il tira en avant, le museau bas, le corps tendu dans cette concentration particulière qu'elle ne lui connaissait que sur le terrain. Elle le laissa prendre de l'avance et suivit le chemin à travers les arbres. Son sac sur l'épaule, la clé en fer forgée dans sa poche. L'air sentait le thym, la résine et quelque chose de plus ancien, une odeur de pierre humide et de sous-bois qui n'avait pas de nom précis mais qu'on reconnaît immédiatement. La lumière filtrait entre les branches en lames obliques. Quelque part plus bas, elle entendit de l'eau. La clairière s'ouvrit brusquement après un dernier coude du chemin. Elle s'arrêta. La bergerie était là, ou ce qu'il en restait. 4 murs en pierre sèche, dont 2 tenaient encore à hauteur d'homme. Les 2 autres effondrés en un tas de moellons, envahis par les ronces. Pas de toit. Une ancienne ouverture en arc là où avait dû se trouver la porte, obstruée par un enchevêtrement de branches mortes. Le sol à l'intérieur, visible entre les ronces, était de la terre battue mêlée de feuilles en décomposition. C'était pire que tout ce qu'elle avait imaginé dans la voiture. Pire que le mot ruine, qui laisse encore supposer quelque chose de debout. Elle resta immobile à l'entrée de la clairière, le sac pesant sur son épaule, et regarda longtemps. Puis elle entendit Rex. Il n'aboyait pas. Il ne grattait pas. Il s'était allongé contre le pan de mur le mieux conservé, les pattes avant croisées, le museau posé dessus, les yeux mi-clos. Calme. D'un calme qu'elle ne lui avait pas vu depuis des semaines, depuis les chenils de la base, depuis avant. Il avait l'air d'un chien qui reconnaît un endroit. Elle resta debout à le regarder, la gorge serrée, sans comprendre exactement pourquoi. Elle ne repartit pas ce soir-là. Elle aurait pu. Il restait 2 heures de lumière quand elle fit le tour des murs, testa leur solidité du plat de la main, évalua ce qui tenait et ce qui menaçait. La conclusion était simple. Il n'y avait rien à habiter ici. Pas de toit, pas d'eau, pas de surface plane qui ne soit couverte de ronces ou de gravats. Mais Rex était allongé contre le mur et ne montrait aucune intention de bouger. Elle déballa son sac. Elle avait ce qu'elle avait toujours dans le coffre de la voiture depuis les années de mission. Un duvet de survie, une bâche imperméable, une lampe frontale, du matériel de premier secours, un réchaud à gaz avec 2 cartouches. Elle déblaya à la main un espace sous l'angle nord-est, là où 2 murs se rejoignaient encore à hauteur suffisante pour couper le vent, tendit la bâche en diagonale entre les pierres avec de la cordelette et étala le duvet dessous. Ce n'était pas un campement, c'était juste assez pour passer la nuit. Elle mangea froid, des sardines à l'huile et des biscottes, assise sur son sac. Rex eut ses croquettes et une gamelle d'eau tirée de la gourde. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que la lumière disparaisse derrière les crêtes et que la forêt prenne cette couleur sombre et dense qu'elle n'a que dans les vallées profondes. La nuit fut longue. Le froid descendit vite, plus vite qu'en plaine, avec cette humidité particulière des gorges qui s'installe dans les eaux avant même qu'on s'en aperçoive. Les bruits de la forêt étaient constants et variés. Craquements de branches, froissements dans les ronces, une chouette à intervalles réguliers, quelque chose de plus lourd qui se déplaçait une fois vers minuit. Sanglier probablement. Claire dormit par tranche d'1 heure, l'oreille tendue, la main près de la lampe par réflexe militaire. Rex, lui, dormit sans interruption, ce qui était en soi une information. Rien d'humain ne s'approcha. À l'aube, elle était réveillée depuis longtemps déjà. La lumière revint lentement, grise d'abord, puis dorée sur le haut des murs. La rosée couvrait tout, les pierres, la bâche, le duvet, les ronces. Claire se leva, fit chauffer de l'eau pour le café et souffla dans ses mains. C'est alors que Rex se mit à gratter. Il s'était placé devant l'ancien âtre, une grande gueule de pierre noire au centre du mur pignon, comblée depuis longtemps par les effondrements. Devant elle, une dalle de pierre plus large que les autres, un peu plus régulière, légèrement différente dans sa couleur. Rex grattait dessus avec ses 2 pattes avant, méthodiquement, comme sur une piste de recherche.
Il gémit une fois, courte plainte, puis continua. Claire s'approcha et s'agenouilla. Elle posa la paume sur la dalle. Ni plus froide, ni plus chaude que les autres. Elle frappa dessus du poing. Le son était légèrement différent, moins plein. Elle chercha un levier. Il y avait un barreau de métal rouillé parmi les gravats de l'effondrement, un ancien élément de fenêtre ou de volet. Elle l'engagea dans le joint de la dalle, fit jouer son poids. La pierre bougea. Un an de terre compressé autour, mais elle bougea. Claire recommença, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'elle puisse glisser les doigts dessous et soulever. En dessous, un trou maçonné, propre, au bord cimenté. Et dedans, un coffre pélican noir, le modèle militaire étanche qu'elle connaissait bien, avec ses 2 fermoirs à levier et sa poignée en caoutchouc. Elle le sortit. Il pesait plusieurs kilos. Elle l'ouvrit sur le sol de la bergerie, Rex assis à côté d'elle, le regard fixé sur ses mains. Les billets étaient en liasse sous film plastique thermocellé, disposés dans de la mousse découpée sur mesure. Elle en compta 4 puis d'autres. 100 € pour la plupart. Elle n'alla pas au bout avant de comprendre que la somme dépassait tout ce qu'elle avait jamais possédé. À côté des billets, dans un sachet hermétique de la taille d'une paume, une clé USB noire sans marquage. Et sous la mousse, une carte dessinée à la main sur du papier toilé, au crayon noir soigneusement délimité. Le contour du terrain, les arbres en symboles simples, un chemin pointillé qui partait de la bergerie vers l'est. Au bout du chemin, une croix rouge. 2 mots écrits dessous d'une main ferme et ancienne. La vraie maison. Claire resta assise sur le sol de pierre froide, les liasses sur les genoux, la carte tenue entre ses doigts. Derrière elle, le vent passait sur les murs ouverts. Rex ne bougeait pas. 40 000 €, estima-t-elle. Peut-être un peu plus. Et une clé USB qui ne ressemblait à rien et qui pesait, dans sa main, comme une question sans réponse. Elle regarda la croix rouge sur la carte. La vraie maison. Comme si ce qu'elle voyait autour d'elle n'était que le vestibule. Elle plia la carte avec soin et la glissa dans la poche intérieure de sa veste, contre la clé en fer forgé. Puis elle rangea les liasses dans le coffre pélicane, referma les fermoirs et cala le coffre dans son sac entre le duvet et la trousse de secours. Elle n'avait nulle part de plus sûr pour l'instant. La carte indiquait l'est. 200 mètres, peut-être un peu plus, en direction d'un affleurement rocheux que le dessin représentait par un arc épais. Elle en voyait un depuis la bergerie, au-delà des châtaigniers, là où le terrain montait brusquement vers une crête de calcaire gris. Rex marchait devant, la laisse tendue, les oreilles mobiles. Il connaissait ce mode-là, la recherche au sol, le travail sérieux. Elle le laissa conduire. Le sous-bois entre la bergerie et la crête était dense mais pas infranchissable. Des chênes pubescents, des buis taillés par le vent, des touffes de genévriers accrochées au rocher. La pente augmentait régulièrement. Sous ces semelles, la terre cédait parfois sur des plaques de calcaire, affleurant à nu, lisses et légèrement inclinées. Elle progressa lentement, en appui sur les paumes quand il le fallait. L'affleurement était plus grand que sur la carte. Un chaos de blocs calcaires gris-blanc, couverts de mousse sur leur face nord, avec des crevasses où des fougères avaient trouvé assez de terre pour s'installer. Rex s'arrêta devant un bloc plus large que les autres, posé à l'oblique contre la pente comme s'il avait roulé là, depuis le haut de la crête. Il renifla tout le périmètre, puis gratta une face latérale envahie de mousse épaisse, d'un vert presque noir dans l'ombre. Claire s'approcha et écarta la mousse avec la main. En dessous, de l'acier. Une plaque rectangulaire peinte en gris sombre, boulonnée dans la roche sur ses 4 coins. Au centre, un verrou cylindrique en inox avec un barillet de serrure. Propre, huilé, sans trace de rouille. Quelqu'un l'avait entretenu jusqu'à récemment. Elle sortit la clé en fer forgé de sa poche. Elle l'examina une seconde, puis l'introduisit dans le barillet. Elle tourna. Le mécanisme céda sans résistance, avec un déclic net et satisfaisant. La plaque pivota vers l'intérieur sur des charnières invisibles, révélant une ouverture carrée d'environ 60 cm de côté.
Un escalier de métal descendait dans l'obscurité. 8 marches, peut-être 10. Une odeur remonta. Air confiné, légèrement chargé, avec quelque chose de propre dessous, du savon ou du bois sec. Claire alluma sa lampe frontale et descendit. Rex la suivit sans hésiter. En bas, elle trouva un interrupteur à tâtons sur la paroi gauche. Elle l'actionna. La lumière s'alluma par sections, des tubes fluorescents fixés au plafond voûté d'une pièce d'environ 21 mètres carrés. Les murs étaient en pierre brute, mais les joints avaient été refaits et les surfaces peintes en blanc cassé. Le sol était carrelé, beige, propre. Une cloison en bois séparait l'espace principal d'un réduit plus petit d'où provenait un léger bourdonnement. Le groupe électrogène, comprit Claire, couplé probablement à des batteries tampons. Elle fit le tour lentement. Contre un mur, une réserve alimentaire rangée sur des étagères métalliques. Des conserves par dizaines, légumes, viande, poissons, des bocaux de verre avec des étiquettes manuscrites, des paquets de légumineuses sous vide. Assez pour plusieurs mois. Contre un autre mur, une réserve d'eau en bonbonne de 20 litres, une dizaine au moins, et un système de filtration raccordé à ce qui devait être une source ou une récupération d'eau de pluie. Un lit de camp propre avec un matelas mousse et des draps pliés. Une bibliothèque basse avec une vingtaine de livres, des ouvrages médicaux anciens pour la plupart, et quelques romans. Et au centre, une table. Sur la table, un ordinateur portable fermé, un modèle récent dans son étui de protection. Et à côté, une enveloppe blanche, épaisse, avec 2 mots écrits dessus à l'encre noire, d'une écriture ferme et légèrement penchée. Pour Claire. Elle resta debout devant la table un long moment. Rex s'était allongé au pied de l'escalier, les pattes croisées, les yeux ouverts. Elle prit l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille pliée en 3 avec une courte instruction manuscrite. Allume l'ordinateur. Entre ce code. Lance le fichier vidéo-01. C'était tout. Suivait un code à 8 caractères. Ses mains ne tremblaient pas. Elle nota cela presque avec étonnement. Elle ouvrit l'ordinateur, entra le code, attendit le démarrage. Le fichier était sur le bureau, seule icône sur un fond d'écran noir. Elle cliqua. L'image apparut. Une femme âgée assise face à une caméra dans une pièce claire. Un pull de laine gris, les cheveux blancs coiffés simplement, les mains posées à plat sur les genoux. Des yeux clairs, très clairs, qui regardaient l'objectif avec une attention calme et absolue, comme si elle voyait déjà la personne qui serait en face. Elle reconnut quelque chose dans ce regard, sans pouvoir dire quoi. Quelque chose de familier et de perdu en même temps. La femme prit une courte inspiration et parla. « Ma petite, si tu vois ceci, c'est que tu as eu le courage de ne pas vendre. » Une pause, brève mais pleine. « Maintenant, écoute bien. » La femme sur l'écran ne pressait pas ses mots. Elle parlait comme quelqu'un qui a répété ce qu'il allait dire, qui a eu le temps d'y penser, et qui a choisi de ne garder que l'essentiel. Elle s'appelait Agnès Moreau. Elle avait été infirmière militaire pendant 32 ans. Indochine d'abord, en 1953, à 20 ans, dans un hôpital de campagne près de Hanoï où les blessés arrivaient plus vite que les médicaments. Puis le retour en métropole, les hôpitaux militaires, Marseille, puis Val-de-Grâce, puis une unité spécialisée dans la prise en charge des vétérans à Clermont-Ferrand dans les années 80. C'est là que les choses avaient enfin commencé. Au milieu des années 80, dit Agnès, une nouvelle procédure avait été introduite dans l'unité. Discrètement, sans note de service officielle, sans réunion d'équipe. Certains patients, des vétérans hospitalisés pour des troubles chroniques, fatigue sévère, douleurs articulaires, troubles neurologiques diffus, recevaient un traitement complémentaire, administré par voie orale, consigné sous un code dans leur dossier. TP7. Agnès avait demandé ce que c'était. On lui avait dit que c'était un supplément vitaminique dans le cadre d'un protocole de recherche approuvé. Elle avait cru cela pendant 2 ans, puis elle avait commencé à noter les coïncidences. Les patients sous TP7 qui déclinaient plus vite que les autres. Les dossiers qui disparaissaient au moment des mutations du personnel.
un médecin-chef qui avait demandé à être transféré et qu'elle n'avait plus jamais revu. Et un soir, dans une salle d'archives que personne ne fermait à clé, parce que personne ne pensait qu'une infirmière de nuit irait y fouiller, elle avait trouvé un contrat. Meridian Pharma, un laboratoire privé, filiale d'un groupe plus grand dont elle n'avait jamais entendu parler. Un contrat avec le service de santé des armées pour des essais cliniques de phase 2 sur population hospitalisée. Pas de consentement mentionné. Pas de comité d'éthique cité. Juste des codes, des dates, des montants. Des soldats oubliés, dit Agnès. Des hommes que personne ne viendrait réclamer si quelque chose tournait mal. Sa voix ne changea pas de ton en disant cela. Elle restait égale, posée, avec cette économie d'émotion des gens qui ont eu le temps de digérer leur propre colère jusqu'à ce qu'elle devienne quelque chose de plus dur et de plus durable. Elle avait tout copié cette nuit-là. À la main, sur du papier, dans les années où personne ne portait encore d'appareil photo dans sa poche. Elle avait mis des semaines à tout retranscrire. Elle avait gardé les papiers chez elle, dans une boîte à chaussures sous son lit, pendant 2 ans, sans savoir quoi en faire. Puis elle en avait parlé à Hélène. Agnès marqua une pause ici. Brève. Comme si ce nom lui coûtait encore quelque chose, même devant une caméra, même seule. Hélène était sa fille. Elle avait 31 ans à l'époque. Elle travaillait pour un journal régional, mais elle avait des contacts dans la presse nationale, un rédacteur en chef qui lui faisait confiance. Agnès lui avait transmis les documents. Hélène avait passé 6 mois à recouper, vérifier, chercher d'autres témoins. Elle avait trouvé 2 anciens infirmiers qui acceptaient de parler sous couvert d'anonymat. Elle avait une date de publication. 3 semaines avant cette date, sa voiture avait quitté une route de montagne entre Privas et Aubenas. Route sèche. Visibilité normale. Aucun témoin. Conclusion de l'enquête. Perte de contrôle, cause indéterminée. Claire avait 7 ans. Agnès dit cela sans détour, sans adoucissement. Les faits dans l'ordre. Elle avait compris immédiatement, dit-elle. Pas besoin de preuves supplémentaires. Elle avait compris et elle avait eu peur, une peur froide et définitive qui lui avait indiqué clairement ce qu'il fallait faire. Disparaître. Pas fuir. Disparaître différemment. Rester visible en surface, prendre sa retraite normalement, s'installer dans un endroit que personne ne regarderait 2 fois, et travailler. 20 ans de travail silencieux. Les documents originaux numérisés, recoupés, complétés par tout ce qu'elle avait pu retrouver depuis. Les noms des dirigeants de Meridian Pharma, devenus entre-temps Meridian Resources après une fusion. Les correspondances internes obtenues par des voix qu'elle ne détaillait pas. Les dossiers médicaux de 43 patients identifiés. Tout était sur la clé USB. La femme sur l'écran baissa les yeux une seconde, puis les releva. L'argent est pour vivre, les preuves sont pour choisir. Elle parlait lentement maintenant, avec une attention particulière à chaque mot. Tu peux partir, prendre l'argent, vendre le terrain, recommencer ailleurs. Je comprendrai. Tu as déjà donné assez à des gens qui ne le méritaient pas. Pause. Ou tu peux finir ce qu'Hélène a commencé. Elle regarda l'objectif une dernière fois. Je t'aimerai dans les 2 cas, ma petite. L'écran devint noir. Claire ne bougea pas pendant un long moment. Elle regardait le rectangle sombre de l'ordinateur fermé. Quelque chose s'était desserré dans sa poitrine, et quelque chose d'autre s'était noué en même temps, et elle ne savait pas encore lequel des 2 allait l'emporter. Les larmes vinrent sans qu'elle les appelle, doucement, sans bruit. Elle ne fit rien pour les arrêter. Rex traversa la pièce et posa sa tête sur ses genoux. Sa chaleur était précise et réelle dans le froid de la pièce souterraine. Elle posa la main sur son crâne et resta ainsi. Elle passa 2 jours dans l'abri sans remonter. Le premier jour, elle lut tout ce qui était sur la clé USB, dans l'ordre, méthodiquement, comme elle aurait étudié un dossier médical avant une intervention. Les fichiers étaient classés par année, puis par nom de patient, puis par type de document. Agnès avait travaillé avec une rigueur d'archiviste. Chaque dossier contenait les données cliniques originales, les observations manuscrites retranscrites,
et une note de synthèse rédigée de sa propre main, sobre, précise, sans commentaire superflu. 43 patients. Des hommes entre 22 et 45 ans au moment des essais. Des vétérans d'Indochine pour les plus anciens, d'Algérie pour la majorité. Hospitalisés pour des pathologies chroniques, orientés vers l'unité de Clermont-Ferrand sans explication particulière à leur famille. Administrés sous TP7 pendant des durées allant de 3 semaines à 8 mois. Les résultats cliniques étaient dans les dossiers aussi. 17 décès dans les 5 ans suivant le protocole. Troubles neurologiques progressifs chez 22 autres. 2 qui avaient survécu sans séquelles documentées et dont Agnès notait en marge d'un point d'interrogation qu'elle n'avait pas réussi à les retrouver. Claire lut tout. Elle prit des notes sur un carnet trouvé dans la bibliothèque. Elle recroisa les noms des dirigeants de Meridian Pharma avec les dates des contrats. Les signatures correspondaient. Les montants versés au service de santé des armées étaient détaillés dans 3 courriers internes qu'Agnès avait obtenus par une voix qu'elle désignait seulement comme une source de confiance, sans autre précision. Le soir du premier jour, Claire s'allongea sur le lit de camp et fixa le plafond voûté pendant 2 heures, sans dormir. Le deuxième jour fut plus difficile. Elle ne lut plus. Elle resta assise à la table, la clé USB dans la main, et laissa les pensées tourner sans les diriger. La rage était là, familière, gérable. C'était la peur qui posait problème. Une peur froide et raisonnée, pas l'affolement, mais le calcul lucide du danger. Agnès avait disparu pendant 30 ans. Hélène n'avait pas eu le temps de disparaître. Elle parla à Rex par intermittence. Pas vraiment des questions, plutôt des fragments de raisonnement prononcés à voix haute, parce que le silence de la pièce devenait trop dense. Rex l'écoutait avec ce sérieux particulier des Malinois, les oreilles orientées vers elle, les yeux fixes, comme s'il pesait chaque mot avant de rendre son verdict. Son verdict était toujours le même. Il restait là. Elle dormit mal la deuxième nuit, par fragments, avec des réveils brusques où elle ne savait plus pendant 2 secondes où elle était. Au matin du 3e jour, elle se leva, prit les liasses dans le coffre Pélican et les mit dans son sac. Elle monta les escaliers. Dehors, il pleuvait. Une pluie fine, froide, horizontale, portée par un vent qui venait des gorges. Elle traversa le sous-bois jusqu'à un affleurement plat qu'elle avait repéré 2 jours plus tôt, s'assit dessus et laissa la pluie faire ce qu'elle voulait. Le plan était simple. Appeler l'évêque, lui dire qu'elle acceptait l'offre de Meridian, prendre l'argent de la vente, ajouter les 40 000 du coffre et partir vers le sud. L'Espagne, peut-être, ou plus loin. Trouver un endroit sans histoire, sans dossier, sans croix rouge sur une carte dessinée à la main. Rex s'assit à côté d'elle sur le rocher. Il ne chercha pas à s'abriter. Il la regarda. Elle pensa à la base de Toulouse, aux 12 soldats du 8e régiment, aux migraines dont il se plaignait depuis des mois, aux tremblements, à l'un d'eux qui lui avait demandé à voix basse si c'était grave, et à qui elle n'avait pas su quoi répondre parce qu'elle n'avait pas encore les analyses. Elle pensa au rapport qu'on lui avait demandé de signer. Elle pensa à Farid. Farid Amara, 24 ans, caporal originaire de Roubaix. Il était arrivé à l'infirmerie un mardi matin avec des maux de tête intenses et une fatigue qu'il décrivait comme ne ressemblant à rien de ce qu'il avait connu avant. Elle l'avait gardé en observation 2 jours. Le 3e jour, il lui avait dit, depuis son lit, les yeux au plafond, « Vous êtes la seule qui nous croit, mon lieutenant. Les autres font semblant de ne pas voir. » Elle avait voulu répondre quelque chose. Elle ne se souvenait plus quoi. Farid avait été transféré vers un hôpital civil 6 semaines plus tard, pour des examens complémentaires, avait-on dit. Elle avait demandé des nouvelles 2 fois. On lui avait dit que le dossier était géré. 6 mois après son transfert, un camarade à lui avait envoyé un message. Farid était mort. Cancer foudroyant, avait dit le message. 24 ans. La pluie continuait. Rex ne bougeait pas. Claire resta assise encore un moment, les mains sur les genoux. Le sac avec les liasses posé à ses pieds, dans l'herbe mouillée. Elle regardait la ligne des châtaigniers sans vraiment les voir. Puis elle prit le sac, redescendit vers l'affleurement rocheux,
souleva la plaque d'acier, descendit les marches. Elle remit les liasses dans le coffre. Elle referma les fermoirs. Elle prit son téléphone. Le réseau était faible mais suffisant. Maître l'évêque décrocha à la deuxième sonnerie. « Il faut que vous veniez, » dit Claire. « Il y a quelque chose que vous devez voir. » L'évêque arriva le lendemain en fin de matinée. Elle avait laissé sa voiture au même endroit que le Kangoo, au bout du chemin carrossable, et avait fait le dernier kilomètre à pied sans se plaindre. Elle portait des bottes en caoutchouc et un imperméable beige. Et elle arriva à la bergerie avec la boue jusqu'aux chevilles et une expression qui n'indiquait aucune surprise particulière devant l'état des lieux. Claire la guida jusqu'à l'affleurement, souleva la plaque, descendit la première. Elle entendit l'évêque marquer une pause en haut des marches, puis descendre à son tour avec précaution, une main sur la paroi. En bas, Claire alluma les tubes fluorescents. L'évêque s'arrêta au bas de l'escalier et regarda la pièce. Le lit, les étagères, les conserves, le groupe électrogène, les murs peints en blanc cassé. Elle ne dit rien pendant un moment. Puis elle s'approcha de la table, vit l'ordinateur, vit le coffre Pélican ouvert à côté. Claire avait sorti les dossiers imprimés qu'Agnès avait rangés dans une chemise cartonnée sous la bibliothèque et les avait étalés sur la table dans l'ordre. L'évêque les lut debout, sans s'asseoir, en tournant les pages lentement. Elle ne posa pas de questions. Elle prit le temps qu'il fallait. Rex s'était installé dans l'angle le plus éloigné de la pièce et observait la nouvelle venue avec une neutralité professionnelle. 10 minutes passèrent. Peut-être 12. L'évêque posa la dernière page sur la table, retira ses lunettes et les tint dans sa main sans les ranger. Elle regarda le plafond voûté un instant, puis elle dit, très calmement, « Agnès, espèce de génie !» Elle s'assit enfin sur le bord du lit de camp, les mains jointes sur ses genoux, et resta silencieuse encore un peu. Claire attendit. « Il y a de quoi les mettre en examen, » dit l'évêque. « Si les données cliniques sont validées par quelqu'un de compétent. Et si on trouve un journaliste qui sait ce qu'il fait et qui a encore assez de courage pour publier. » Elle regarda Claire. Ces deux conditions ne sont pas négociables. Sans validation médicale, les dossiers restent des allégations. Sans publication, ils enterrent le tout en procédure pendant 10 ans. Claire hocha la tête. Elle avait pensé à la même chose pendant les 2 jours précédents. Pour le médecin, elle avait déjà un nom. Le docteur Nadia Khoury, ancienne collègue rencontrée lors d'une formation à Lyon 3 ans plus tôt. Médecin militaire spécialisé en toxicologie clinique, poussé vers la sortie 8 mois après avoir transmis à sa hiérarchie un rapport sur des anomalies biologiques inexpliquées chez des soldats revenus d'exercice avec protocole pharmacologique. Le rapport avait été classé sans suite. Nadia avait demandé des explications, puis une mutation, puis sa démission. Elle travaillait maintenant dans un cabinet civil à Montpellier. Pour le journaliste, ce fut l'évêque qui proposa un nom. Marc Tessier, 63 ans, retraité depuis 2 ans d'un grand quotidien national. Il avait passé 20 ans à couvrir des scandales sanitaires, le sang contaminé, l'amiante, des affaires plus discrètes qui n'avaient jamais tout à fait abouti. L'évêque le connaissait depuis une affaire de succession dans les années 90 qui l'avait amené à fouiller des archives auxquelles elle avait eu accès. Il lui devait un service, dit-elle, avec la sécheresse de quelqu'un qui tient ses comptes à long terme. Elle l'appela depuis l'abri, en s'excusant du réseau approximatif. Claire entendit une voix d'homme, grave, un peu surprise. La conversation dura 4 minutes. À la fin, l'évêque dit simplement « Bien, dans 3 jours. » Claire appela Nadia le soir même, depuis la bergerie où elle avait allumé un feu dans l'âtre dégagé. Elle lui parla sans détour. Les dossiers, les dates, les noms, le composé TP7. Il y eut un silence sur la ligne, long, puis Nadia dit d'une voix un peu différente, plus dense. Les symptômes décrits. C'est exactement ce que j'avais documenté. Elle confirma sa venue. Ils se retrouvèrent à 4 dans l'abri 3 jours plus tard. Tessier était grand, les cheveux gris coupés courts, avec des mains qui avaient l'habitude de tenir des stylos et des poignées de porte. Il descendit les marches,
regarda la pièce, regarda l'évêque, regarda Claire, puis s'installa à la table sans cérémonie et commença à lire. Nadia s'assit à côté de lui et parcourut les dossiers médicaux avec le regard différent du clinicien, celui qui lit les chiffres derrière les mots. Elle prit des notes dans un carnet à spirale. Une fois, elle s'arrêta sur une page et posa le doigt dessus sans rien dire, puis continua. La lecture prit 1 heure. Tessier finit le dernier document, le posa et appuya ses 2 paumes à plat sur la table. C'est la plus grosse affaire que j'ai vue en 40 ans de métier. Il regarda Claire. Ils vont se battre, vous le savez. Je sais, dit Claire. Rex, allongé sous la table, bougea une patte et se rendormit. Le groupe électrogène bourdonnait doucement dans le réduit voisin. Dehors, le vent passait sur les châtaigniers avec un bruit de fond régulier, patient, comme quelque chose qui attendait depuis longtemps que les bonnes personnes se trouvent enfin dans la même pièce. La première lettre arriva 2 semaines après la réunion dans l'abri. En tête d'un cabinet d'avocats parisien, 4 pages de langage juridique dense. Le résumé tenait en 3 points. La succession d'Agnès Moreau présentait des irrégularités formelles qui justifiaient une contestation. Le testament holographe pouvait être attaqué sur la forme, et dans l'intervalle Meridian Resources renouvelait son offre d'achat, portée désormais à 150 000 €, valable 30 jours. Claire lut la lettre debout dans la bergerie dont elle avait commencé à dégager le sol des ronces et des gravats. Elle la transmit à l'évêque par photo. La réponse de l'évêque arriva le lendemain. 7 lignes, ton égal. Le testament était parfaitement valide, la contestation n'avait aucun fondement sérieux, et l'offre était refusée. Elle avait joint à son courrier une copie certifiée de l'acte de propriété au nom de Claire Moreau, avec tampon et signature. La deuxième lettre arriva 10 jours plus tard. Le ton avait changé. Moins de langage juridique, plus de suggestions. Des termes comme préjudice commercial et procédure conservatoire. Rien d'illégal dans les mots. Quelque chose de désagréable dans l'intention. Puis un matin, le SUV. Claire le vit depuis la crête où elle montait chaque matin avec Rex, par habitude militaire, pour avoir une vision du terrain avant de commencer la journée. Un véhicule noir garé perpendiculairement au bout du chemin carrossable, moteur coupé. 2 silhouettes à l'intérieur, immobiles. Elle descendit chercher ses jumelles dans l'abri et remonta. Costume sombre. Pas de tenue de randonnée, pas d'équipement. Des hommes qui n'étaient pas là pour marcher dans les bois. Ils ne bougèrent pas de la matinée. À midi, le véhicule était parti. Le lendemain, il revint. Et le surlendemain. Ses mains tremblaient légèrement quand elle tenait les jumelles. Elle s'en aperçut et les posa sur ses genoux jusqu'à ce que ce soit passé. Rex était assis à côté d'elle, les oreilles orientées vers le bas du chemin, sans alerter. Il n'approchait de pas. Il regardait, c'était tout. C'était suffisant pour faire comprendre qu'il savait où elle était. Le coup suivant fut plus précis. Un mardi matin, un appel de l'évêque, la voix plus tendue qu'à l'habitude. Une plainte avait été déposée à la SPA, anonymement, pour maltraitance animale. Un chien maintenu dans des conditions inadaptées dans une propriété sans installation sanitaire. Une inspection était programmée dans les 48 heures. Claire resta debout sans rien dire pendant plusieurs secondes. Rex était à ses pieds, en bonne santé, au poids normal, le pelage propre. N'importe quel inspecteur pouvait le constater. Mais une procédure engagée pouvait mener à un placement préventif pendant l'instruction, et un placement préventif pouvait durer. L'évêque fit bloquer la procédure en moins de 24 heures, en produisant le certificat vétérinaire de Rex datant de 3 semaines, et en contactant directement le directeur départemental de la SPA pour signaler le caractère manifestement abusif de la plainte. Mais le temps que tout cela se règle, Claire n'avait pas dormi. C'est la terre qui la tint debout pendant cette période. Elle avait commencé à réparer la bergerie dès la première semaine, méthodiquement, avec les moyens disponibles. Elle commanda des matériaux de couverture à une quincaillerie de Saint-Remez, les transporta dans le Kangoo jusqu'au bout du chemin, les porta à dos d'homme jusqu'au bâti. Elle apprit à poser des lithos en regardant des vidéos sur l'ordinateur d'Agnès. Elle se coupa 2 fois, se coinça un ongle sous une pierre,
travailla jusqu'au noir les soirs où la peur ne lui aurait pas permis de rester sans occupation. Elle planta un jardin le long du mur sud, là où l'exposition était bonne et le sol moins pierreux. De la lavande, du thym, de la sauge, achetées en godet à une jardinerie de la vallée. Elle les mit en terre un matin de mars, à genoux dans la terre froide, Rex allongé à côté d'elle dans l'herbe. Le geste était simple, physique, ancré. Les mains dans la terre coupèrent court aux pensées en cercle. Elle ne savait pas encore si elle resterait, mais elle plantait quand même. Tessier publia son premier article un jeudi dans un média d'investigation indépendant basé à Lyon. Titre sobre, contenu chirurgical, des essais cliniques non consentis sur des vétérans français dans les années 80, un laboratoire privé, un contrat avec le service de santé des armées, des noms. Il avait pris soin de ne publier que ce qui était irréfutablement documenté, en laissant le reste pour la suite. L'article fut partagé plusieurs milliers de fois dans les premières heures. Méridian déposa une plainte en diffamation avant la fin de la journée. Le lendemain matin, l'évêque reçut un appel d'un homme qui refusait de donner son nom au téléphone. Il rappela 2 heures plus tard, depuis un autre numéro. Il dit qu'il avait travaillé pour Meridian Pharma entre 1987 et 1994, dans le département recherche clinique. Il dit qu'il lisait l'article depuis la veille et qu'il n'avait pas dormi. Il dit qu'il voulait témoigner. L'évêque nota ses coordonnées, raccrocha et appela Claire. « Ils viennent de perdre leur premier rempart, dit-elle. Ça va s'accélérer. » L'homme s'appelait Bernard Casting. 61 ans, ancien biochimiste, 7 ans passés dans le département recherche clinique de Meridian Pharma, avant de demander sa mutation puis sa mise en disponibilité. Il avait gardé des copies de tout. Pas par héroïsme, dit-il à l'évêque lors de leur première rencontre, mais parce qu'il n'avait pas réussi à jeter les cartons. Parce que certaines choses prennent trop de place dans les placards et dans la tête pour qu'on puisse simplement les mettre à la rue. Son témoignage fut enregistré par un juge d'instruction en octobre. Il apportait ce que les dossiers d'Agnès ne pouvaient pas fournir seuls. Une voix, un visage, une mémoire précise des réunions, des décisions, des noms prononcés dans des salles de conférence sans compte-rendu officiel. Il confirma l'existence du protocole TP7, son financement, et la décision délibérée de ne pas soumettre les essais à un comité d'éthique indépendant. Les perquisitions eurent lieu 3 semaines plus tard, simultanément dans les bureaux parisiens de Meridian Resources et dans 2 sites de stockage en région. Le gel des avoirs suivit dans la semaine. 3 dirigeants furent mis en examen pour administration de substances nuisibles, mise en danger d'autrui et corruption d'agents publics. Les procédures contre Tessier furent suspendues. Claire apprit tout cela par téléphone, un matin de novembre, debout sur la terrasse qu'elle venait de finir de construire. L'automne était arrivé en Ardèche avec cette générosité particulière que la saison a dans les gorges, là où les châtaigniers sont nombreux et où la lumière change d'angle assez tôt pour que les couleurs durent longtemps. Le roux et l'ocre avaient remplacé le vert au fil des semaines, progressivement, comme une décision mûrement réfléchie. Le matin, une brume légère stagnait dans le fond des gorges avant que le soleil ne la dissipe. Le soir, la lumière devenait dorée et horizontale et touchait les pierres de la bergerie d'une manière qui les faisait paraître chaudes de l'intérieur. Le silence autour de la propriété n'était plus le même qu'en février. Ce n'était plus ce silence tendu, habité par les bruits de moteurs au bout du chemin et par les pensées qui tournent la nuit. C'était un silence de fond, régulier, fait du vent dans les arbres et des oiseaux de fin de saison et de rien d'humain de menaçant. Elle avait utilisé une partie de l'argent du coffre pour les travaux. Pas tout, juste ce qu'il fallait. Un charpentier de la vallée était venu au printemps pour la toiture. 2 semaines de travail, des tuiles canal comme celles d'origine, une charpente en châtaignier local parce que c'était le bois qui durait le mieux dans ce climat. Puis un maçon pour consolider les 2 pans de mur effondrés et créer l'ouverture de la terrasse côté sud. Elle avait fait la plupart du reste elle-même, avec des manuels et du temps et les erreurs qu'on fait quand on apprend quelque chose pour de vrai. La porte était peinte en bleu lavande. Elle avait choisi cette couleur un soir sans raison particulière, en tenant 2 échantillons contre la pierre grise,
et l'un des deux avait eu l'air juste. Sur le portail en fer forgé qu'elle avait fait installer à l'entrée du chemin, un panneau en bois gravé. 2 lignes. Les réformés. En dessous au plus petit, refuge pour chiens militaires. Réformés. 2 chiens étaient arrivés en septembre, orientés par une association de Nîmes qui travaillait à replacer les animaux de service en fin de carrière. Un berger allemand de 8 ans nommé Titan, sourd d'une oreille, avec une cicatrice sur le flanc gauche. Et une jeune malinoise nommée Dune, 4 ans, reformée pour anxiété post-traumatique après une mission en zone urbaine. Ils avaient mis 3 semaines à trouver leur place respective dans le pré, dans la bergerie et dans la hiérarchie silencieuse que Rex maintenait sans effort apparent. Ce soir-là, Claire était assise sur la terrasse dans la lumière de fin de journée. Elle avait un livre sur les genoux, épais, à la couverture cartonnée bleu marine. Droit des victimes et représentation judiciaire, 3e édition. Elle préparait le concours d'accès aux écoles de droit depuis l'été, 2 heures chaque matin avant les soins aux chiens, 1 heure le soir quand sa tête le permettait. L'évêque lui avait dit que son parcours médical et militaire serait un atout pour se spécialiser dans la défense des anciens combattants. Elle n'avait pas répondu tout de suite. Elle avait laissé l'idée prendre de la place avant de décider qu'elle était juste. Titan dormait contre le mur de la terrasse, les pattes étirées. Dune jouait seule dans le pré avec une branche qu'elle avait trouvée quelque part, la lançant en l'air et rattrapant dans des bonds désordonnés et sérieux à la fois. Rex était allongé au pied de Claire, le museau entre ses pattes avant, les yeux fermés. Le soleil descendait derrière la ligne des gorges. Il ne disparaissait pas brusquement ici. Il glissait lentement derrière les crêtes de calcaire, en laissant le ciel virer à l'orange, puis au rose, puis à ce gris bleuté doux qui précède le noir. Les châtaigniers en contrebas perdaient leurs dernières feuilles dans le vent. Claire posa le livre sur la table basse, les yeux sur les gorges. Elle pensa à Agnès, à cette femme qu'elle n'avait pas eu le temps de connaître et qui lui avait quand même tout transmis. Elle pensa à Hélène, à une route de montagne un soir d'automne, à une petite fille de 7 ans qu'on était allé chercher à l'école le lendemain matin pour lui dire quelque chose qu'elle avait mis 20 ans à comprendre vraiment. Elle pensa à Farid, à ses yeux au plafond de l'infirmerie, à sa phrase. Elle ne dit rien de tout cela à voix haute. Elle baissa les yeux vers Rex et murmura simplement « On est à la maison ». Le chien ouvrit un œil. Il remua la queue une fois, lentement, contre les dalles de pierre. Puis il la referma et se rendormit.